EYAT, la Maison de Turquie, a un programme, je veux dire, très éclectique, très large. On a en fait une double reconnaissance, un en éducation permanente au niveau de la communauté française, et un deuxième, qui est notre deuxième mission de reconnaissance au niveau de la COCOF en cohésion sociale. Les activités que EYAT fait, bon, dans le cadre de l'éducation permanente, c'est justement tout ce qui est programmatique au niveau communautaire, action culturelle communautaire, dont cette soirée, cette thématique qui a été débattue ce soir fait partie de ça. On a un deuxième thématique au niveau de l'éducation permanente, c'est justement la diffusion de l'information vers le grand public. Au sein d'EYAT, on a 4 vérités. On a commencé avec ces 4 vérités, c'est partir de la citoyenneté responsable, c'est responsabiliser sa citoyenneté, activer sa citoyenneté, et quand on a les 3, on devient citoyen responsable en s'intégrant dans la cité ici à Bruxelles. On a fait des ateliers thématiques avec les femmes qui touchaient sur un cycle sur l'environnement. Il y a eu différentes thématiques qui étaient, bon, justement, le respect de l'environnement, comment travailler dans l'économie durable, dans l'environnement durable, comment faire revenir aux traditions dans les cuisines, dans les recettes traditionnelles, parce que ce qu'on ressent quand on voit les jeunes ici de l'immigration, on voit qu'il y a une forme d'obésité qui vient, mais ça on l'avait pas il y a 10 ans, 20 ans, parce que maintenant on change de comportement alimentaire au niveau des maisons. Il y a beaucoup de fast-food, d'autres types de malbouffe qui rentrent dans les familles, et nous, avec ces recettes, c'est venir vraiment vers une alimentation saine. C'est quoi? C'est l'huile d'olive, c'est les légumes, c'est la volaille, c'est vraiment le côté très très sain de l'alimentation. Et en partant de ces thématiques, ce public, bon, on a regardé aussi, on a parlé des tri sélectives, comment justement travailler dans ce sens-là. Ce public nous a dit pourquoi on n'irait pas vers une conférence, et on a commencé à parler avec eux, et en parlant, en se concertant, le thématique islam et écologie est sorti. C'est vraiment venu de la base. Bien, la question de l'islam et l'écologie est une question centrale qui ramène le musulman à réfléchir sur sa responsabilité quant à la manière dont il gère l'univers que Dieu exalté soit-il lui a assujetti, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a fait de l'homme khalifa fil ard, un gestionnaire sur terre, et donc réfléchir sur la question de l'environnement, sur la question de l'utilisation du développement durable, etc., de l'écologie tout simplement, c'est quelque part se définir comme un réel gestionnaire responsable, ou alors quelqu'un qui abuse et qui gaspille à outrance ce que Dieu a mis entre ses mains. Le musulman est concerné par la thématique de l'écologie depuis toujours, depuis d'ailleurs le début de la révélation, puisque le Coran lui-même, quand il a été révélé, il appelle à la lecture et à la foi, et il parle de la nature de l'homme, d'où il a été, d'où il est créé, comment il a créé, Dieu l'a créé. Et donc quelque part le Coran remet l'homme à son origine, à la nature, pour lui dire voilà d'où tu viens, tu as la responsabilité de mener à bien le rythme de cette nature et de vivre selon ce que Dieu a inscrit dans la nature, les lois de l'harmonie. Ce sujet est aujourd'hui à la mode parce qu'on en parle beaucoup dans le cadre politique, mais pour nous musulmans, ce n'est pas une écologie de la catastrophe. On ne répond pas à une réalité atroce que nous vivons aujourd'hui, qui est terrible malheureusement, mais le souci de l'écologie doit être une écologie première, c'est-à-dire le souci réel d'utiliser les biens que Dieu a mis à la disposition de l'homme à bon escient, de un, et de deux, de vivre en harmonie dans la nature avec l'univers dans lequel nous sommes, et de pouvoir lire les signes qui sont inscrits dans la nature, les signes par lesquels Dieu nous parle, puisqu'ils sont des ayatullah, les signes de Dieu. Et de trois, se dire on a une éthique en tant que musulmans, une façon de voir les choses, considérant par là que nous sommes soumis à Dieu exalté soit-il, et que tout ce que Dieu a mis entre nos mains, nous devons l'utiliser à bon escient. Et ce souci de l'écologie aujourd'hui, il s'impose parce qu'on a vu que durant le XXe siècle par exemple, tout le développement économique, tout le développement de la croissance, de la production, etc., de la technologie, a mené l'homme à des catastrophes. Aujourd'hui, à détruire la nature, la déforestation, les désertifications, les manipulations, aujourd'hui même les OGM par exemple, etc., qui posent un problème réel de fond. Et sur ces questions-là, l'homme doit se prononcer parce que aujourd'hui, on voit que la pollution est à outrance, que le gaspillage est à outrance, et que cela mène à une catastrophe. La perte des valeurs, la perte d'un juste équilibre, d'un juste milieu. Et le Coran al-Karim nous appelle toujours à cet équilibre, ummatan wasata, une communauté de tempérance. Donc la question est posée à nous aujourd'hui en tant que citoyens, mais nous répondons avec notre spiritualité musulmane en tant que musulmans, comme quoi nous avons déjà en nous
ce souci de l'équilibre, et il est inscrit dans les traditions musulmanes. Donc le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam, est inscrit la logique d'un musulman qui gère en tant qu'homme libre et responsable ce que Dieu a mis entre ses mains à bon escient, pour le bien de toute l'humanité. Donc en fait, je suis Joël Privot, je suis architecte urbaniste et spécialisé en sciences de l'environnement. Et je travaille, on a développé une agence qui travaille spécialement justement pour les lieux de culte musulmans, les cimetières musulmans, ou bien toute infrastructure dont les musulmans ont besoin. En fait, nous appliquons, à tous les projets d'édifices de culte sur lesquels nous travaillons, nous appliquons tous les principes du développement durable. Donc on se base sur les référentiels de haute qualité environnementale, les référentiels français pour nos projets classiques, mais on les transpose aussi pour les projets de lieux de culte musulmans. C'est clair que pour les musulmans, c'est pas encore une donnée facile et courante à digérer, mais simplement on pense que ça correspond à l'éthique même des musulmans, où on rappelle dans un verset du Coran que Dieu a fait de l'homme un gestionnaire sur terre. Donc on part de ce principe-là pour dire aux musulmans, vous avez au sein de votre éthique, vous avez au sein de vos références, cette éthique de l'environnement, cette éthique du respect du milieu dans lequel vous vous positionnez. Et notre but justement, c'est de faire en sorte que nos mosquées soient une carte de visite de cette éthique-là qui transcende dans le Coran. C'est clair que maintenant on a un mouvement environnementaliste qui se crée dans toute l'Europe et même dans le monde entier et qui conscientise petit à petit chaque personne. Nous, par notre boulot, en travaillant sur les lieux de culte musulmans, on essaie de conscientiser une partie de la population, mais je pense que petit à petit, avec le temps, elle va être de plus en plus conscientisée. Et en plus de ça, maintenant on a toutes les normes européennes qui nous tombent dessus, et à des échéances par exemple 2020 ou 2021 en Bruxelles, toutes les constructions devront être passives. Mais nous, ce qu'on fait, on prend juste de l'avance par rapport à toute une série de normes pour conscientiser les musulmans avant qu'il ne soit trop tard. Concernant les moyens financiers, c'est clair qu'un projet environnemental coûte un petit peu plus cher au départ. Mais il faut voir ça sur le long terme. Sur 20 ans, 25 ans, si on imagine le prix d'un investissement pour une chaudière classique, que ce soit en gaz ou mazout, le prix que ça va coûter chaque année de recharger la citerne, alors que nous, on peut proposer des solutions qui vont éviter aux musulmans de chaque année devoir recharger leur citerne de mazout, de devoir utiliser une chaudière en mazout, on s'aperçoit que sur 20 ans, 25 ans, on est gagnant dès le départ quand on fait des bons d'investissement, un peu plus onéreux, mais on va les regagner sur le long terme.